Chapitre 1. L'auvent bleu fumé de la rue Blanche. C'était un de ces après-midi parisiens où même les plus respectables doutent de la fiabilité des horloges. La lumière persistait, indécise et flatteuse. Une légère bruine polissait les pavés de la rue Blanche d'un lustre discret, et l'air sentait le café torréfié et la laine mouillée. J'avais accompagné Poirot depuis Londres pour une affaire qu'il qualifiait avec pompe de petite diplomatie domestique, ce qui, je l'avais compris, signifiait qu'il dirait à un banquier important ce que sa femme savait déjà. À 4 heures, l'affaire était réglée, et à 4h10, nous avions tourné par chance et grâce à une légère poussée de l'index de mon compagnon, dans une petite rue donnant sur le boulevard de Clichy. « Observe, Hastings, » dit Poirot, « le store est bleu fumé, pas bleu marine. C'est une question de tempérament. » L'auvent en question appartenait à un établissement à façade étroite, appelé le Café des Trois Oiseaux, une triple rangée d'oiseaux stylisés, des martinets, peut-être, volaient sur la vitre, peinte d'un blanc givré. La façade du café était par ailleurs banale. Pourtant, comme pour certains visages, le banal devenait mémorable. La plaque de porte en laiton était polie avec une ferveur remarquable. Un vase de lys, trop tôt dans l'année, me semblait-il, trônait exactement au centre de la table du milieu, et le petit menu écrit à la craie dans la vitrine affichait une particularité, tarte à la prune, selon l'heure, tarte aux prunes à l'heure. C'est sûr, murmurai-je, qu'on mange une tarte à la part, pas à l'heure. Poirot sourit sans montrer ses dents. Ou alors on vend le temps en tranches, mon ami. Viens. La bruine consulte mes moustaches. À l'intérieur, le café était de dimension modeste. Une pièce carrée rendue plus généreuse par un mur de miroirs biseautés, de ceux qui doublent l'espace et les indiscrétions de ceux qui s'y trouvent. À gauche se trouvait le comptoir en zinc. À droite, 4 tables en marbre, 2 pour 2, 2 pour 4. Un étroit passage au fond, voilé de velours bordeaux, menait, comme le prouva une inspection ultérieure, à une cour, à un bureau en guise de placard et à un escalier menant à la cave. Le carrelage était vert et crème, disposé en diagonale. L'horloge au-dessus du comptoir était une ancienne horloge de chemin de fer, élégante et pratique. Et sur le comptoir, alignés comme sur un terrain de parade, se trouvaient 3 sucriers, en porcelaine en forme d'oiseau gras à la queue relevée. Il y avait peut-être une demi-douzaine de clients, et à peine avions-nous franchi le seuil, qu'une femme se détacha du comptoir avec le geste de celle qui a consacré sa vie à se déplacer précisément aussi loin que nécessaire, sans plus. Elle n'était pas jeune, mais son allure était élégante et son regard franc. Une mèche de cheveux gris acier tombait bas sur sa nuque, et une robe noire, sans ornement, hormis une fine chaîne en argent, lui allait comme le serment d'un majordome à sa personnalité. « Bienvenue, messieurs, » dit-elle. « Un coin pour discuter ou la fenêtre pour observer ?»« Le coin, » dit promptement Poirot. « On converse mieux dans l'intimité du reflet. » Il désigna le mur en miroir. « Ah !» répondit la femme avec un demi-sourire. « Ici, toutes les conversations se font en double, monsieur. » Elle nous conduisit à la table du fond à droite et sortit une carafe d'eau, 2 tasses délicates, et cette attention qui s'arrête précisément là où la familiarité pourrait commencer. « Je suis Madame Lefebvre. Si vous désirez la tarte aux prunes, elle est fraîche à 16h15. Alors, vous vendez le temps en pièces de 25 centimes, ai-je osé, ravi d'être dans la plaisanterie. « En quarts et en moitié, monsieur, » dit-elle, « mais jamais en entier. » Poirot, qui se targue de percevoir les remarques et les contre-remarques avec une oreille aussi fine que celle d'un chef d'orchestre, l'observait avec un vif intérêt. « Et vos oiseaux ?» demanda-t-il en désignant les sucriers d'un signe de tête. « Mon défunt mari fabriquait de la porcelaine, » répondit-elle. C'était un homme de goût, mais peu impitoyable, une combinaison malencontreuse dans le métier. Les oiseaux sont de sa création. Ils coulent parfaitement. Elle en versa une goutte, et une petite cascade de sucre fin tomba en une ligne lisse qui, même à mon œil non averti, se versa parfaitement. «
Nous commandâmes du café, un noir poireau et le mien avec de la crème, et la fameuse tarte aux prunes qui, à 16h15 précise, à l'horloge de la gare, sortit de la cuisine dans une boîte métallique peu profonde, la surface laquée et brillante. C'était excellent, et je le dis. Madame Lefèvre accepta le compliment d'un léger hochement de tête, comme si elle l'enregistrait avec d'autres dans un registre. Si notre café était impeccable, notre entourage l'était aussi. Près de la fenêtre était assis un homme d'âge mûr, dont les manchettes étaient si méticuleusement réparées qu'au premier coup d'œil on les prenait pour neuves. Il avait la mâchoire sérieuse d'un fonctionnaire et les doigts inquiets d'un joueur. Il remuait son café comme s'il faisait surgir un souvenir de ses profondeurs. La petite soucoupe devant lui portait une tache que madame Lefèvre, passant, remarqua et emporta sans un mot. Il rougit, baissa la tête et se remit à remuer. À la table la plus à gauche, 2 jeunes femmes, des serveuses peut-être, à en juger par leur manteau pratique et la discipline de leurs cheveux, parlaient par bribes, baissant la voix à l'approche des pas. Près du comptoir, un homme vêtu d'un imperméable trop beau pour le temps et trop clair pour la saison écrivait dans un carnet avec un crayon. Vert vif, levant les yeux à intervalles réguliers vers la porte. À côté de lui, un pianiste, dont je n'ai pu déterminer la profession exacte, jouait un motif en sourdine avec ses doigts sur le zinc, comme si son esprit ne pouvait pas garder le rythme sans ce petit métronome. Les yeux de Poirot bougeaient, non pas comme les miens, de haut en bas, d'avant en arrière, s'accrochant à des ornements, mais comme un pendule, précis, patient, régulier. Finalement, il se pencha vers moi. « Tu me pardonneras, Hastings, si j'organise mes pensées à voix haute. J'ai été votre caisse de résonance, sinon vos cymbales, pendant de nombreuses années, ai-je dit. » Il inclina la tête. « Réfléchissez. L'auvent a été repeint récemment. L'ombre est à la mode ce printemps. Les lys sont trop précoces. Ils doivent provenir d'une serre, et il n'y a aucune extravagance ailleurs. Par conséquent, les lys ont une signification, soit un cadeau, ce qui est peu probable car ils sont placés avec soin, soit un symbole, choisi par la maîtresse. Les lys, pureté, deuil, nouveau départ, ils sont polyvalents. Les oiseaux en porcelaine, créés par feu, monsieur, sont au nombre de 3 et non de 4, bien que 4 seraient un plus en équilibre sur le comptoir. Pourquoi 3 ? Parce que 3 ont été récupérés d'un ensemble plus vaste, ou parce que 3, pour madame Lefèvre, c'est significatif. J'ai ri. Mon cher, peut-être parce que 3 d'entre eux rentraient dans le comptoir. Il leva un doigt. Le comptoir accepterait un 4e, au-dessus du tiroir. Observez, il y a un petit rectangle pâle sur le zinc, là où se trouvait autrefois quelque chose de plus lourd. On l'a souvent essuyé. On essuie soigneusement, mais les motifs trahissent. Ainsi, un objet se trouvait là. Il a disparu. Les oiseaux sont désormais disposés uniformément, mais pas avant. Réorganiser une vie est la douce impulsion du chagrin et de la décision. Tu sautes, Poirot. Je marche, corrigea-t-il. De plus, l'horloge est avancée d'1 minute sur ma montre. Madame Lefèvre l'a regardée 2 fois en 3 minutes. Elle vend de la tarte au quart. Pour vendre l'heure avec précision, il faut vivre à son rythme. Alors, quelle est votre conclusion ? Nous reviendrons, dit-il placidement. Nous sommes revenus. C'était devenu une habitude, et j'ai découvert que les habitudes de cette petite maison de la rue Blanche étaient elles-mêmes un modèle. Le 3e jour, la bruine s'était transformée en une véritable pluie, et la clientèle était plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Notre homme aux manchettes raccommodées, M. Roux, un libraire à 2 rues de là, était ponctuel à midi et à 5 heures, lisant le journal avec le froncement de sourcils douloureux d'un homme qui croit que le monde a commis une faute de grammaire. À 13h30, sans faute, l'écrivain, en imperméable, Étienne Morand, prenait le tabouret du coin et remplissait les pages avec son crayon vert, un peu fiévreux, un peu théâtral, s'arrêtant souvent pour demander une allumette à quiconque se trouvait à proximité, bien qu'il ne fumât pas.
Le pianiste que madame appelait Gilles, et qui arrivait toujours avec l'air d'avoir égaré son chapeau et sa fortune, allait et venait irrégulièrement, le battement de ses doigts plus fiable que n'importe quel calendrier. 2 femmes, que j'avais prises pour des serveuses, se révélèrent être une couturière et sa sœur. Mademoiselle Colette Aubry, au visage rond, franche et sujette à de petits éclats de rire qu'elle ravalait dès qu'il s'échappait, et mademoiselle Sabine, plus mince, attentive, avec une cicatrice semblable à un trait de craie près de l'oreille gauche. Elle cousait des manches et des ourlets aux heures les plus calmes, leurs ouvrages étalés discrètement près de la fenêtre, et étaient payés en nature et par un petit billet plié chaque vendredi. Il y en avait d'autres, naturellement. Un grand monsieur coiffé d'un chapeau de feutre moelleux qui examinait les lisses comme s'il attendait une réponse. Une femme corpulente portant un terrier sous son châle. Un policier qui, tel le soleil, apparaissait irrégulièrement mais modifiait constamment la température de la pièce. Mais le centre de la roue restait madame Lefebvre, et s'il y avait un secret en ce lieu, il ne résidait ni sous les carreaux ni derrière le miroir, mais dans sa discipline. Le 5e jour, en début d'après-midi, la femme du banquier dont la diplomatie intérieure nous avait attirés à Paris envoya une carte gaufrée invitant Poirot à dîner. Il la repoussa d'un geste de la main comme on refuserait un second dessert. « Nous resterons fidèles à notre café, dit-il. Et puis, je suis curieux. Les lits sont changés. C'est vrai, ai-je admis, et ils sont blancs aujourd'hui. Hier, ils étaient découverts d'une teinte violette et meurtrie. Ce sont des lys Casablanca. Ils se meurtrissent au contact d'une bague avec une bavure. Hier, quelqu'un de maladroit, ou agité, les a touchés. Madame l'a remarqué. Aujourd'hui, ils sont remplacés. Et remarquez aussi les nouvelles boîtes d'allumettes. Un petit panier de boîtes d'allumettes rouge vif se trouvait près de la caisse. « Théâtre des variétés », disait l'inscription dorée, et en dessous, les dates d'une prochaine reprise. « Publicité », dis-je. « Une publicité arrivée ce matin », répondit Poirot. Morand, l'écrivain, en a pris une, puis, vous avez vu, il l'a retournée et en a choisi une autre en bas, comme si le dessus était contaminé. Curieux. On accorde beaucoup d'importance aux petites choses. Il écarta les mains. Il n'y a que cela. Il n'y a que des petites choses. J'avoue que je me contentais de laisser les petites choses tranquilles et de savourer l'agréable rythme de nos journées. Café à 4 heures, tarte à 25 minutes. Les murmures de Poirot, la main précise de madame sur les tasses. La pluie s'apaisa. L'odeur de la rue passa de la laine à la poussière. L'auvent sécha et garda sa teinte bleu fumé. J'avais commencé à envisager le café comme un petit instrument parfaitement accordé. Ce fut le 7e jour qui fit la première fausse note. Nous arrivâmes à 4h moins 5 et trouvâmes, non pas le doux silence de la pièce, propice aux contemplations du milieu de l'après-midi, mais une sorte de silence haletant, comme si quelqu'un avait toussé et que tous attendaient de voir si cette toux annonçait une maladie. Le rire de Colette était absent. L'aiguille de Sabine était inoccupée sur la table. Monsieur Roux avait plié la sienne. Journalet, il fixait le miroir comme s'il n'avait pas réussi à le refléter, et madame Lefebvre, toujours à cette heure une étoile fixe, n'était pas visible. Gilles, le pianiste occasionnel, se tenait derrière le comptoir, essuyant une tasse avec trop d'application. À notre entrée, il sursauta et laissa tomber la tasse. Elle se brisa délicatement, comme le fait la porcelaine lorsqu'elle veut se montrer compatissante et n'y parvient pas. « Pardon, » dit-il à personne en particulier. « Où est madame ?» demanda doucement Poirot. « Au bureau, » dit Sabine, « avec la police. »« La police ?» répétai-je. Les yeux de Sabine, qui pouvaient couper du lin sans ciseaux, m'ont captivé. Un malentendu, je suppose. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle disait malentendu. Une rapidité, presque, une envie d'envelopper le mot dans un châle et de le cacher, qui me fit frissonner le cou. Les sourcils de Poirot se froncèrent, comme les volets avant l'orage. Nous découvrions, semblait-il, la fissure qui traverse invisiblement une tasse jusqu'à ce que la chaleur la révèle. Malgré cela,
aucun de nous n'était préparé au changement suivant. Et bien que j'ai appris depuis longtemps que la méthode d'Hercule Poirot consiste à anticiper le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il doit devenir, je ne pense pas que même sa méthode ait prédit ce qui allait suivre. À 4h15, la tarte n'apparaissait pas. Autrement dit, l'horloge exécutait ses honnêtes acrobaties. La petite aiguille et la grande conspiraient à leur rendez-vous trimestriel, mais aucune porte ne s'ouvrit, aucune boîte chérie ne sortit. La pièce, conditionnée à cette petite et douce certitude, semblait à la fois démunie et conspiratrice, comme si la galette était une personne dont nous taisions le nom. Gilles fit un geste vers le rideau, puis s'arrêta, comme tiré en arrière par un fil. Monsieur Roux se moucha. Morand, arrivé en retard et prenant son tabouret, écrivit rien. Poirot se leva. « Pardon, dit-il, et avec ce mot courtois qui, dans sa bouche, précède souvent une révélation ou un sauvetage, il traversa le carrelage jusqu'au comptoir. Sa main, petite, immaculée, baguée, toucha l'un des oiseaux de porcelaine, celui du milieu. Il le souleva, jeta un coup d'œil dessous et le reposa avec précision. « Mais qu'est-ce que... » commençai-je. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il passa derrière le comptoir avec une grâce qui transformait l'impertinence en rite, écarta le rideau bordeaux et disparut. J'ai été soldat et mari. J'ai découvert que ces deux rôles apprennent à un homme à attendre. J'ai attendu 5 minutes, pas plus. Quand je me suis levé, la salle s'est levée aussi. Pas physiquement, vous comprenez, mais dans cette inclination silencieuse qui est la véritable posture de la curiosité. Alors que j'atteignais le rideau, Madame Lefebvre est apparue avec un sergent en uniforme, le teint vif mais la bouche ferme. « Messieurs, dit-elle, et si sa voix tremblait, il y avait du fer dans ce tremblement. Le café est fermé pour la journée. » Poirot, à son épaule, observait la pièce avec un regard qui tenait peut-être de la compassion, peut-être même du calcul. « Pour aujourd'hui, répéta-t-il. Ses doigts étaient saupoudrés d'une substance pâle. De la farine ? Je n'en étais pas certain. Gilles, derrière moi, retint son souffle. Sabine leva son aiguille puis la reposa. Colette n'apparut nulle part. Morand tapota 2 fois le crayon vert et le rangea. « Viens, Hastings, dit doucement Poirot. Nous allons laisser madame faire ce qu'elle a prévu. Demain sera, comment dit-on ici, un autre jour. Nous sommes partis sous l'auvent bleu fumé, qui avait tenu ses promesses et pourtant semblait maintenant, inexplicablement, promettre autre chose. La pluie avait conclu un pacte avec le soir. Je regardais dans la rue, la librairie de Monsieur Roux avec sa lampe jaune tamisée, la vitrine de la modiste avec un mannequin sans tête vêtu de paille de la saison précédente, et sentis que discrètement l'heure avait basculé. Poirot marchait à mes côtés dans un silence inhabituel. « Tu as remarqué quelque chose ?» dis-je. « Plusieurs choses, » répondit-il. « L'une concerne le sucre, une autre le temps. Une troisième, une porte qui se dit fermée alors qu'elle est ouverte. Mais tout cela, mon ami, sera à méditer plus tard. » Il leva les yeux vers l'auvent, puis vers les fenêtres, où nos visages s'effacèrent brièvement. « C'est une jolie petite maison, » dit-il enfin. « Espérons qu'elle le restera. » Il n'en est pas resté ainsi. Le lendemain matin, à 7h10, un garçon de la boulangerie d'en face, arrivant avec son panier de pain rond, trouva le café des 3 oiseaux. La pièce était sombre, la porte déverrouillée, les chaises renversées, les lys écrasés au sol comme des trompettes tombées. Le mur miroir donnait sur une pièce vide, et ce qui aurait dû s'y trouver, ce qui s'y trouvait la veille, jusqu'aux oiseaux de porcelaine, au menu écrit à la craie et au petit panier d'allumettes de théâtre, avait disparu. Chapitre 2. La coquille vide de la rue Blanche. L'aube, après la disparition du café, avait la pâleur incertaine d'une scène avant que le rideau ne soit tiré. Une légère brume s'accrochait aux pierres de la rue Blanche, adoucissant les contours des modestes boutiques, l'auvent du boulanger et la vitrine close de la modiste. Pourtant, là où autrefois se dressait la voûte bleu fumé de Le Café des 3 Oiseaux,
savait projeter son ombre modeste. Il ne restait plus qu'une pâle cicatrice de plâtre et deux supports pendants, abandonnés comme des mains qui avaient oublié leur but. Je suis arrivé sur les lieux, quelque peu agité, appelé par Poirot, qui s'était levé plus tôt que d'habitude. Son télégramme à notre hôtel était laconique. « Venez vite. Les oiseaux sont partis. » Quand j'arrivai sur place, le boulanger, la grosse femme au terrier et M. Roux, le libraire, formaient déjà une sorte de rassemblement accidentel dans la rue. Ils fixaient la façade vide avec cette incrédulité particulière qu'on réserve aux spectacles à la fois trop fantastiques et trop triviaux pour être crus. « C'est impossible, » murmura Roux, le nez rougi par l'air matinal. « Hier, j'ai bu du café ici. Ce matin, pff, rien. » Comme si un magicien lui avait balayé la main. La femme corpulente renifla, ce que son terrier fit également. Et mon chien n'aime pas ça. Les chiens le savent. Poirot, impeccablement vêtu de son costume gris, contemplait la façade vide, les yeux plissés, sa canne en équilibre léger entre ses doigts gantés. Il n'était pas perturbé, il ne l'avait jamais été, mais plutôt grave, comme s'il réfléchissait à un point de droit. « Écoute, Hastings, » dit-il doucement, « que vois-tu ? » « Mais rien du tout. Un mur blanc. Le café a disparu. » Il inclina la tête. « Et déjà ton esprit accepte l'impossibilité. C'est dangereux. Il ne faut jamais accepter l'impossible. Il faut plutôt dire, puisque cela paraît impossible, c'est que nos yeux nous trompent ou qu'il y a eu un piège. » Le boulanger, avide d'importance, s'avança. « Monsieur, je suis venu à 7 heures, comme toujours, apporter le pain. La porte était fermée mais pas verrouillée. J'ai poussé et à l'intérieur, plus rien. Plus de chaises, plus de comptoir, même le carrelage. Rien que du plâtre nu et de la poussière, comme si rien n'avait jamais existé. » Poirot l'interrogea doucement, et les réponses sérieuses du garçon révélèrent qu'il ne restait plus un seul morceau de meuble, pas une cuillère, pas même les petits oiseaux en porcelaine. Seule l'horloge était restée accrochée au mur, ses aiguilles figées à 4h15. Madame Lefebvre était introuvable. À 8 heures, la police était arrivée. L'inspecteur Fournier, un homme grand et au regard mélancolique, et 2 agents qui se mirent aussitôt à arpenter la pièce vide. Les voisins se pressèrent vers la porte, murmurant des conjectures avec la délectation des langues parisiennes. Fournier accueillit Poirot avec un mélange de respect et de résignation, comme s'il comprenait qu'en présence d'Hercule Poirot, les méthodes officielles devaient se résigner à être éclipsées. « Monsieur Poirot, dit-il, vous avez de la chance. Vous arrivez le matin même de notre énigme. »« Je suis rarement malheureux, » répondit Poirot avec dignité. « Et maintenant, qu'avez-vous observé ?» Fournier désigna l'intérieur vide. « C'est singulier. Le café a été vidé pendant la nuit, tous les objets emportés. Pourtant, il n'y a aucune trace de chariot, aucun bruit signalé par les voisins. Et le bâtiment lui-même, regardez, porte des traces de peinture récente, comme pour masquer ce qui s'est passé. » J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Effectivement, les murs étaient d'une couleur crème brute, striés par la hâte. Le rideau bordeaux avait disparu, les miroirs enlevés, le sol nu. Seul le léger rectangle sombre sur l'ancien comptoir en zinc trahissait son existence. « Mon Dieu, » dit doucement Poirot, « ce n'est pas un simple vol, Hastings. C'est une négation. » Fournier haussa un sourcil. « La disparition d'un café, monsieur, c'est sûrement un vol. Peut-être, peut-être plus. On verra bien. » Poirot s'avança délicatement dans la coquille creuse, ses chaussures vernies soulevant à peine la poussière. Il se pencha, examina la plainte et en tira un lambeau de tissu, du velours bordeaux déchiré. Le rideau a résisté. C'est un fait. Il désigna l'horloge à côté. Un autre fait. Elle s'est arrêtée à 4h15, l'heure de la tarte. J'ai frissonné. Tu veux dire que c'est à ce moment-là que tout a commencé ? Poirot m'observa avec patience. Pas commencé, Hastings. Terminé.
Une exclamation aiguë s'éleva de la porte. Sabine Aubry se tenait là, le visage anguleux et pâle, les yeux noirs étincelants. Elle avait jeté un châle sur ses épaules, mais son aiguille pendait encore au poignet de son manteau, comme arrachée à la hâte. « C'est horrible !» s'écria-t-elle. « De tout prendre en pleine nuit, comme si ça n'avait jamais existé. Madame Lefebvre, où est-elle ?»« Exactement, mademoiselle, » dit gravement Poirot. « Où est-elle ? L'avez-vous vue hier soir ?» Sabine hésita. « Elle a fermé tôt. Elle a dit qu'elle devait régler ses comptes. Colette et moi sommes partis à 7 heures. Mais elle était inquiète, monsieur. Il y avait un homme, grand, avec un chapeau de feutre. Il est venu 3 fois cette semaine. Il a posé des questions étranges sur son mari. Elle n'a pas apprécié. » Fournier prit note. « Cet homme, connaissez-vous son nom ? » « Non. Mais il avait l'air, comment dire, d'un étranger. Son accent n'était pas le nôtre. » Poirot murmura. « Les lys, les boîtes d'allumettes, les oiseaux en sucre, toutes petites choses, et pourtant elles murmurent ensemble. » À cet instant, Étienne Morand, l'écrivain au crayon vert, se fraya un chemin à travers la foule. Son imperméable était humide, ses cheveux en désordre, et il portait sous le bras une liasse de papier. « C'est vrai ? » demanda-t-il. « Disparus ? Tous disparus. » Son regard se porta sur Poirot, puis sur la police, puis de nouveau sur lui. « Vous semblez agité, monsieur, » dit Fournier d'un ton sévère. Morand rit d'un rire aigu et nerveux. « Agité ? J'ai écrit ici. Mon roman, mon chef-d'œuvre, a été conçu sous cet auvent. Et maintenant, la scène est dépouillée, les acteurs ont disparu. Qui croira mon histoire ?» Son hystérie semblait sincère, et pourtant le regard de Poirot se posait sur lui avec un intérêt particulier. « Vous avez beaucoup écrit, monsieur. Peut-être avez-vous aussi beaucoup vu ?» Morand se tortilla, mal à l'aise. « Moi, eh bien, oui, j'ai vu des choses. Des gens allaient et venaient. Madame parlait aux policiers, aux filles, aux libraires. Mais qu'importe, le café a fui. » Il serra ses papiers contre sa poitrine comme s'ils étaient les seuls à tenir dans un monde en voie de dissolution. Les voisins murmuraient. Un café disparaissant dans la nuit, c'était du bon théâtre, et Paris vit du théâtre. Pourtant, sous le bavardage, je sentais un courant de malaise, car il ne s'agissait pas d'un cambriolage ordinaire. C'était une absence qui se moquait de la réalité. Poirot m'a pris à part. Ses yeux brillaient. « Hastings, mon ami, déjà le motif se dessine. Le café n'a pas disparu. Il a été conçu pour disparaître. »« Mais dans quel but ? » demandai-je. « Voilà, » répondit-il, « une question dont la réponse coûtera cher. Peut-être même une vie. » Son regard revint vers la coquille vide de Le Café des Trois Oiseaux, et je vis qu'il tissait déjà les petits fils, les lys meurtris, les oiseaux en sucre déplacés, la tarte absente, l'horloge arrêtée, dans un tissu invisible pour moi. Et à cet instant, bien que le soleil se soit levé plus haut et que la brume se soit dissipée, j'ai senti l'ombre du mystère s'allonger sur la rue Blanche. Chapitre 3. Le cercle des ombres. Il était tard dans la matinée lorsque Poirot et moi sommes rentrés à l'hôtel Saint-Roch, un établissement modeste mais respectable de la rue de Londres, où nous avions loué des chambres pour la durée de notre séjour parisien. Poirot, après avoir ciré ses bottes une seconde fois et redessiné sa moustache, s'est déclaré prêt à recevoir des visiteurs. « Ils viendront, Hastings, » dit-il en disposant 2 fauteuils l'un en face de l'autre avec la précision d'un maître d'échecs. « D'abord, parce que la curiosité m'anime, ensuite parce que la peur me pousse, et enfin parce que je les invite sans même les inviter. Vraiment, Poirot, vous parlez par énigme. » Il sourit. « Tous les mystères, mon ami, ne sont que des énigmes au début. Maintenant, ayez la bonté d'ouvrir la porte quand elle frappe. » On frappa plus tôt que prévu. L'inspecteur Fournier se tenait sur le seuil, chapeau à la main, l'air grave. Il accepta la chaise que Poirot lui offrit, avec l'air de quelqu'un qui apportait un lourd fardeau de la rue à la chambre.
Monsieur Poirot, je l'avoue, je suis perplexe. Un café ne peut pas disparaître, et pourtant nous sommes là. Exactement, dit Poirot. Considérons donc cela comme un crime, et non comme un miracle. Dites-moi, à qui appartient la propriété du numéro 17 rue Blanche? Madame Lefebvre elle-même. Elle l'a héritée de son mari, décédé il y a 2 ans. Pas d'hypothèque, pas de dette que nous puissions retracer. Bon. Alors le vol à des fins lucratives est moins probable, à moins qu'elle-même ne l'ait vendu en secret. Et madame? Où est-elle maintenant? Fournier écarta les mains. C'est là le plus sombre. On ne l'a pas vue depuis hier soir. Sa chambre au-dessus du café est déserte, son lit vide. Les voisins n'ont rien entendu d'inhabituel. Les yeux de Poirot se plissèrent. Une femme d'ordre ne disparaît pas facilement. Si elle disparaît, c'est parce que quelqu'un l'y a contrainte, ou parce qu'elle a choisi de jouer son rôle dans un drame plus grand que nous ne le percevons encore. À cet instant, on frappa à nouveau. Sabine Aubry entra, son châle serré, le regard étincelant de suspicion. Son regard passa de Fournier à Poirot, puis à moi, comme pour jauger son auditoire. « Je ne fais pas confiance à la police, » annonça-t-elle, « et je fais encore moins confiance au silence. Il est arrivé quelque chose à Madame Lefebvre. Elle ne nous abandonnerait jamais sans un mot. » Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Mademoiselle, vous et votre sœur étiez proche d'elle? » « Elle nous donnait du travail, monsieur. Colette et moi, on cousait des vêtements, on aidait au ménage, parfois on servait aux tables. Elle était stricte, certes, mais juste. Et fière, toujours fière. Elle ne se laissait pas tromper par un homme. » Fournier se pencha. « Vous disiez hier qu'un inconnu l'avait dérangé. » Sabine hocha vigoureusement la tête. « Oui. » Grand, coiffé d'un chapeau de feutre souple, il parlait avec un accent, ni anglais ni allemand, mais étranger. Il s'enquit de la mort de monsieur Lefebvre. Il dit que la porcelaine recelait des secrets. Poirot pencha la tête, tel un oiseau examinant une bouchée. Des secrets de porcelaine. Curieux. Et quand était-ce? 3 fois cette semaine. Une fois lundi, une autre mercredi, et hier à midi. À chaque fois, madame pâlissait. Hier soir, elle nous a congédiés tôt. Ses mains se crispèrent. Je crains le pire. Poirot la calma d'un geste. Courage, mademoiselle. La peur aveugle. Le courage voit. À peine était-elle partie qu'un autre visiteur apparut. Étienne Morand, serrant ses papiers, son crayon vert caché derrière l'oreille comme un talisman. Sa nervosité était palpable. Il se balançait d'un pied sur l'autre comme s'il se tenait sur des pierres brûlantes. « J'ai entendu dire, » s'exclama-t-il, « que madame Lefebvre avait disparu. Je ne peux pas écrire, monsieur, je ne peux pas penser. S'il y a un acte criminel, je dois le savoir. J'étais souvent dans son café, j'ai vu beaucoup de choses. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Vraiment? Alors éclaire-nous. » Morand se lécha les lèvres. « Il y a eu des disputes, monsieur. » « J'ai entendu. Roux, le libraire, s'est disputé avec madame à propos de dettes. Il lui devait de l'argent pour le café, disait-elle, bien qu'il jure le contraire. Et Gilles, le pianiste, il lui demandait des avances, toujours, toujours. Elle menaçait de lui interdire l'accès du café. Et une fois, oui, une fois, Colette a pleuré au fond, bien que Sabine lui ait interdit de parler. Une histoire de lettres. « Des lettres » m'exclamai-je. Morand hocha la tête. « Oui, des lettres dans un tiroir. Je ne sais pas à qui. » Poirot tapota l'accoudoir de son fauteuil. « Comme je l'ai dit, Hastings, on ne supprime pas un café sans laisser derrière soi dettes, querelles et jalousies. Le café n'est qu'un miroir. La véritable image se trouve dans les gens. » Après le départ de Morand, Fournier soupira. Tant de suspects, tant de mobiles. Mais qu'en est-il de madame Lefebvre elle-même? Aurait-elle pu orchestrer cette disparition, le vol de tous les objets, comme une sorte de vengeance? Les moustaches de Poirot se hérissèrent. « Mon cher Fournier, là est la grande question. Est-elle victime ou régisseuse ?» Il se leva, sa petite silhouette tendue par l'énergie. « Il faut voir Roux, le libraire. Il est tout près, et il a le visage de quelqu'un qui surveille ses comptes avec trop de jalousie. » Nous reprîmes la rue illuminée. Paris avait déjà intégré cette histoire à ses ragots,
et les têtes se tournèrent à notre passage. Le numéro 21 de la rue Blanche portait ces lettres dorées, Librairie Roux. À l'intérieur, au milieu de l'odeur du vieux papier et du cuir humide, M. Roux leva les yeux de son comptoir avec le sursaut coupable d'un homme pris en plein calcul. « Vous venez pour le café » dit-il aussitôt, la voix sur la défensive. « Je ne sais rien. J'ai bu mon café, j'ai payé mon addition. »« Toujours » demanda doucement Poirot. Le regard de Roux se déplaça. « Presque toujours. » Poirot s'avança, le regard perçant. « Et hier soir, monsieur, où étiez-vous à 16h15 quand l'horloge du café s'est arrêtée ?» Le libraire hésita. Ses doigts frôlaient les pages d'un registre ouvert. Eh bien, j'étais là, naturellement, seul. Un piètre alibi, en effet. Fournier en prit note. Poirot, cependant, ne dit rien de plus, se contentant de regarder les étagères, remarquant une zone sans poussière où un volume avait été retiré. À notre sortie, il dit doucement. Il ment. Mais pas, je crois, à propos de meurtre. Non, Hastings, Monsieur Roux cache quelque chose de mesquin, et dans la mesquinerie se cachent des indices aussi dangereux que des poignards. Je ne pouvais m'empêcher de frissonner, car malgré le soleil printanier et l'effervescence des boutiques de la rue Blanche, j'avais l'impression d'entrer dans un théâtre où chaque acteur portait un masque, et derrière chaque masque se cachait un secret. Poirot me toucha le bras. « Viens, Hastings, nous avons vu le vide du café. Maintenant, il nous faut voir la plénitude des cœurs qui s'y étaient rassemblés. Chacun, mon ami, se révélera avec le temps. » Chapitre 4. Fils dans le miroir. Le lendemain après-midi, la rue Blanche avait l'air d'une rue qui sait ce qu'elle a à offrir. La foule se pressait près de la façade vide où se trouvait le café, pointant du doigt, chuchotant, désignant le mur pâle comme un décor de scène attendant le retour des acteurs. Les vendeurs de journaux criaient le titre « Mystérieuse disparition d'un café à Paris » and children run about singing a doggerel verse that rhymed 3 oiseaux with « Où sont-ils donc, ces drôles ?» Poirot, imperturbable face à cette notoriété, déclara que le moment était venu de prendre la mesure de chaque âme tour à tour. Il insista pour que nous retournions à l'intérieur même du café, non pas parce qu'il espérait y trouver des preuves matérielles, mais parce que, comme il l'expliqua, la créature humaine parle avec plus de vérité lorsqu'elle est placée sur la scène familière. L'inspecteur Fournier, le regard fatigué mais résigné, nous accompagnait. À l'intérieur, la pièce était dépouillée jusqu'à l'os. La lumière du soleil éclairait le plâtre nu. Des grains de poussière exécutaient un ballet mélancolique. L'unique horloge de chemin de fer restait accrochée au mur, ses aiguilles figées à 4h15, comme si le temps lui-même s'était offensé et s'était enfui. Poirot plaça 2 chaises précisément au centre de l'espace vide. « Nous ferons d'ici notre salon, » dit-il. « Les suspects ressentiront la perte. Ils parleront avec leur cœur et leurs petites cellules grises écouteront. » Le premier convoqué fut Gilles, le pianiste sans piano. Il arrive sans chapeau, son manteau trop léger pour le temps, les doigts agités. Il regarda la pièce vide avec une pointe de chagrin. « Mon Dieu » murmura-t-il, « c'est comme si mes propres notes avaient été volées. » Poirot inclina la tête. « Vous jouiez souvent ici, monsieur ?» Quand madame le permettait. Elle ne payait pas cher, mais elle me permettait de taper, d'improviser, de respirer la musique. Sans cet endroit, Il s'interrompit en haussant les épaules. « Vous êtes-vous disputé avec madame ?» demanda Fournier sans détour. Gilles rougit, seulement quand je la suppliais de faire des avances. Elle était sévère, certes, mais gentille. Une fois, elle m'a donné à manger alors que je n'avais rien mangé depuis 2 jours. Pourquoi lui ferais-je du mal ? Poirot se pencha en avant. « Et où étiez-vous, monsieur, hier à 16h15 ?» Le pianiste entrelaça ses doigts. « Ici, derrière le comptoir. On essuie des tasses. J'en ai laissé tomber une à votre entrée, monsieur Poirot. Vous vous souvenez ? Puis madame est allée au fond avec le policier. Après ça, sa voix tremblait. Après ça, plus rien n'a été comme avant. » Les yeux de Poirot brillèrent, mais il congédia l'homme avec douceur.
Ensuite est venue Colette Aubry, la sœur cadette. Là où Sabine était anguleuse et réservée, Colette avait le visage doux, les yeux prêts à se remplir de larmes. Elle serrait un mouchoir comme une armure. « Mademoiselle, dit Poirot avec gentillesse, vous aimiez Madame Lefebvre. Elle était sévère, monsieur, mais je l'admirais. Elle nous donnait du travail quand d'autres refusaient. Elle me parlait presque comme une mère parfois. Et pourtant, observa doucement Poirot, vous avez pleuré dans l'arrière-boutique, n'est-ce pas? Quelle en était la cause? Ses joues s'empourprèrent. On s'est disputé. Sabine m'a dit de brûler des lettres qu'on avait trouvées dans un tiroir. Elles étaient vieilles, attachées avec un ruban. Le mari de madame les avait écrites, je crois. Mais moi, j'en ai lu une. Elle parlait de dettes, de livraisons de porcelaine jamais arrivées. Sabine m'a réprimandé et m'a traité d'idiote, que ça ne nous regardait pas. Mais les mots, ils m'ont troublé. Les moustaches de Poirot frémirent. Ah, des lettres. Et elles ont été brûlées? Colette secoua la tête. Je les ai cachées. Je n'ai pas pu les détruire. Où sont-ils maintenant? Ses lèvres tremblaient. En sécurité, monsieur. Dans ma boîte à couture. Poirot échangea un regard avec Fournier. C'était une preuve. Il congédia la jeune fille d'une petite tape rassurante. Le visiteur suivant était le libraire. Monsieur Rouzil entra à contre-cœur, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur les murs dépouillés comme pour vérifier que son sanctuaire avait bien disparu. « Vous me tourmentez inutilement, » grommela-t-il. « Je vous l'ai dit, je ne sais rien des affaires de madame. » Néanmoins, dit Poirot, vous vous êtes disputé avec elle à propos d'argent. Une somme dérisoire. Elle prétendait que je lui devais du café consommé des mois auparavant. Je paie ce que je dois, monsieur, mais elle tenait un registre. Oh oui, toujours son précieux registre. Le regard de Poirot s'aiguisa. Le ledger, dites-vous? Et où est-il maintenant? Roux écarta les mains. Disparu, comme tout le reste. Ou caché, murmura Poirot. Merci, monsieur. C'est tout, pour l'instant. Une fois parti, Fournier murmura « Ils ont tous l'air coupables. Dettes, querelles, secrets. Mais lequel d'entre eux a la force de détruire un café entier en une nuit ?» Poirot se leva, examinant les murs nus d'un air solennel. « La force, mon ami, ne vient pas toujours des armes. Elle peut venir de la volonté, de la ruse. Il ne faut pas seulement se demander qui pourrait supprimer le café, mais aussi qui avait besoin qu'il disparaisse. » Tandis qu'il parlait, la porte grinça de nouveau. À ma grande surprise, c'était la femme corpulente au terrier, qui s'était si souvent tapie à l'écart de nos regards. Elle fit une révérence et serra son châle. « Pardon, messieurs, je ne devrais pas vous déranger, mais mon chien, il a aboyé hier soir, à minuit d'une voix aiguë, comme si quelqu'un passait avec une charrette. J'ai regardé par ma fenêtre, mais je n'ai rien vu, seulement des ombres. » Les yeux de Poirot brillèrent de satisfaction. « Une charrette à minuit! Ah, Hastings, les ombres poussent des dents. Il y a toujours quelqu'un pour entendre ce que les autres ignorent. » Il remercia chaleureusement la femme, et lorsqu'elle partit, il se tourna vers nous avec une gravité soudaine. « Le café n'a pas disparu dans les airs, » dit-il. « Il a été pris, morceau par morceau, à dessein. Et la clé, mes amis, réside dans ces lettres, dans le registre et dans l'horloge qui s'est arrêtée à 4h15. Avant d'en avoir terminé, nous saurons non seulement comment le café a disparu, mais aussi pourquoi. Et alors peut-être retrouverons-nous Madame Lefebvre elle-même. » Chapitre 5. Le suspect évident. Paris a tendance à s'agiter lorsqu'une énigme persiste trop longtemps sans solution. Au lendemain de la disparition du café, boulevardiers et commerçants avaient désigné le coupable, Gilles, le pianiste. Sa pauvreté était notoire, ses appels à l'argent tout autant. Et n'était-il pas opportun qu'il se soit trouvé derrière le comptoir à l'heure même où le café avait fermé ses portes? L'inspecteur Fournier, sous la pression de ses supérieurs, nous convoqua au commissariat cet après-midi-là. Gilles était assis, affalé sur une chaise en bois, les poignets posés sur les genoux,
le regard fuyant comme celui d'un oiseau en cage. « Monsieur Poirot, dit Fournier, l'affaire est claire. Gilles reconnaît avoir supplié madame Lefebvre de lui donner de l'argent. Elle a refusé. Il est désespéré. Il vend les meubles dans la nuit, empoche le produit, et maintenant elle est partie, assassinée peut-être, ou prise de peur. » Poirot croisa les bras. Une belle histoire. Trop belle, peut-être. Je jetai un coup d'œil au pauvre pianiste. Ses doigts martelaient encore son pantalon au nez. Rythme muet. Mais Poirot, il en avait l'occasion. Il était là. Une opportunité, oui, murmura Poirot. Mais les moyens? Imaginez Hastings, un seul homme, faible de corps et sans ressources, dépouillant un café entier en quelques heures. Transporter des tables, des chaises, des miroirs, du carrelage, de la porcelaine, des registres, tout cela sans bruit, sans témoin. Non, c'est impossible. Fournier fronça les sourcils. Pourtant, il avoue avoir aidé à déplacer des caisses une fois, il y a longtemps, quand madame stockait des surplus. Les moustaches de Poirot se hérissèrent. Ah, mais il y a une différence entre aider à déplacer une caisse et abolir une institution. Il se tourna vers Gilles. « Dis-nous, mon pauvre ami, quand tu as séché les tasses cet après-midi-là, qu'as-tu vu ?» Gilles leva la tête, la voix tremblante. « J'ai vu madame entrer dans l'arrière-salle avec le policier. Il parlait à voix basse. Puis elle est revenue, pâle, et nous a congédiés plus tôt que prévu. Plus tard, je suis revenu la supplier une fois de plus. Mais la porte était fermée à clé, les lumières éteintes. » Fournier haussa les sourcils. « Un policier ? Quel policier ? Je ne connais pas son nom. Il était grand, moustachu, en uniforme de sergent. Il venait souvent, parfois pour prendre un café, parfois pour parler tranquillement avec madame. » Poirot échangea un regard avec Fournier. « Vous voyez ? On a déjà trouvé une autre ombre. » Lorsque Gilles eut été congédié, Fournier murmura. « Je connais cet homme, le sergent Moreau. Il est respectable. » « Les hommes respectables, mon cher, dit Poirot, sont capables d'actions très peu respectables lorsqu'ils sont pressés. » Nous quittâmes l'intendance et nous dirigeâmes vers la Seine. Poirot était plongé dans un de ces silences méditatifs, seulement interrompus par le bruit de sa canne sur les pavés. Enfin il parla. « Hastings, il y en a partout. Gilles en est un. Il est pauvre, désespéré, peut-être malhonnête. Mais il n'est pas l'artisan de ce grand déménagement. Non, la main derrière tout ça est plus subtile. »« Et alors ?» demandai-je avec impatience. Poirot sourit faiblement. « Patience. Rassemblons les fils. Observez. Les lettres cachées par Colette, le registre dont parle Roux, la charrette entendue à minuit par la femme au chien. Ces trois-là forment un schéma. Il faut maintenant resserrer le schéma. » Ce soir-là, nous rendîmes visite aux sœurs Aubry dans leur modeste logement au-dessus d'une boutique de tailleur. Colette sortit sa boîte à couture d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un paquet de lettres jaunies, nouées d'un ruban bleu délavé. Poirot les dénoua délicatement, comme s'il déballait une relique. L'écriture était audacieuse et impatiente. La signature, Henri Lefebvre. « Écoute, Hastings, dit Poirot en lisant à voix haute. Il faut détourner le chargement. La porcelaine n'est pas ce qu'elle paraît. Si les autorités enquêtent, dites qu'elle a été cassée pendant le transport. » Une autre lettre évoquait des dettes envers des partenaires anonymes. Une troisième laissait entendre de façon sombre. « Les oiseaux seront notre salut s'ils sont bien cachés. » Les oiseaux, ai-je répété. Les yeux de Poirot brillèrent. « Les oiseaux en porcelaine sur le comptoir, mon ami. Ils ne sont pas que décoratifs. » Sabine l'interrompit sèchement. « Alors c'est vrai. Madame était au courant? Elle soupçonnait les agissements de son mari? » « Peut-être, dit Poirot. Et peut-être craignait-elle l'étranger au chapeau de feutre qui posait des questions. Car s'il y a des secrets dans la porcelaine, il peut aussi y avoir du danger. Nous avons laissé les sœurs pâles et anxieuses. Dans la rue, Fournier s'est tourné vers Poirot. C'était donc Henri Lefebvre, un contrebandier,
Un escroc. Mais il est mort il y a 2 ans. Poirot leva le doigt. Les morts laissent des dettes, inspecteur. Et les dettes ont un long bras. En rentrant à l'hôtel, je ne pouvais m'empêcher d'avoir l'impression d'être observé. Plus d'une fois, j'ai aperçu une grande silhouette coiffée d'un chapeau de feutre souple se glisser dans l'embrasure d'une porte. Poirot, lui, marchait sereinement, comme s'il n'en attendait pas moins. « Hastings, dit-il doucement, le café a disparu, mais pas le crime. Quelqu'un l'a effacé parce qu'il cachait quelque chose de plus précieux que des tables et des chaises. Demain, nous regarderons sous le plâtre. » Je frissonnais, car si la disparition du café n'était pas la fin, mais le début, alors le véritable danger était encore à venir. Chapitre 6. Une trace dans le plâtre. Le matin se leva net et clair, cette lumière printanière parisienne qui expose la poussière sur le velours et ternit le cuivre. Poirot était déjà impeccable, ses chaussures luisantes comme polies par le soleil lui-même. Il insista pour que nous retournions immédiatement à la coquille vide de Le Café des Trois Oiseaux, emportant avec lui non seulement sa canne, mais aussi un petit étui de voyage qui, je le savais, contenait des brosses, une loupe et divers autres instruments de sa recherche personnelle. L'inspecteur Fournier nous attendait là, son expression mélancolique accentuée par la foule agitée qui se pressait encore à l'entrée. Paris, semblait-il, ne se lassait pas de son café disparu. « Messieurs, nous salua Fournier, j'ai posté une garde toute la nuit. Rien n'a été touché. Mais je vous préviens, Poirot, il y a peu de choses ici. Ce n'est qu'une pièce vide. » Poirot leva le doigt. « Les pièces vides, mon cher, sont comme les estomacs vides. Elles protestent. Il suffit d'écouter. » Nous entrâmes. Le silence était immense, troublé seulement par le faible écho de nos pas sur le sol nu. L'horloge, arrêtée, annonçait toujours son heure figée. Poirot examina les murs avec l'air d'un bijoutier examinant des perles. « Remarque, Hastings, murmura-t-il, le plâtre est frais, appliqué à la hâte. Regarde ici, les coups de truelle sont irréguliers, la peinture est striée. Un travail fait non pour la beauté, mais pour la dissimulation. » Avec une extrême précaution, il passa sa petite brosse le long d'un joint entre le plâtre et la plinthe. Il en capta une poudre pâle, la fit rouler entre ses doigts et la renifla délicatement. Du citron vert mélangé à du gros, et en dessous, quelque chose de plus dur. Il faut voir. Fournier alla chercher un ciseau d'ouvrier auprès de son agent, persuadé d'apporter des outils dans l'espoir de faire des découvertes. D'un coup sec, un fragment de plâtre se détacha. Dessous se trouvait une maçonnerie de briques, et encastrée dans le mortier, la faible silhouette d'une niche rectangulaire, désormais scellée. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, la main de la dissimulation est révélée. Après de nouveaux coups de burin minutieux, la niche s'ouvrit. L'inspecteur en tira une petite boîte en bois, au bord noirci par le temps, dont la serrure était brisée. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu huilé, reposait un oiseau en porcelaine, le jumeau de ceux qui s'étaient perchés sur le comptoir. Mais cet oiseau était plus lourd, et lorsque Poirot le tapota légèrement contre le bois, le son était sourd. Il sortit sa loupe, examina le dessous et pressa une minuscule couture. D'un clic, le corps de l'oiseau se fendit en deux, révélant une cavité remplie de papier. Nous nous penchions avec empressement tandis qu'il les sortait, connaissement, manifeste d'expédition et reçu, tous de la main d'Henri Lefebvre. Ces documents évoquaient des envois transitant par Le Havre, des cargaisons de porcelaine masquant des transports de contrebande, des bijoux peut-être, voire des stupéfiants. Fournier jura doucement. C'est vrai. Le café était une façade pour la contrebande. Poirot remit les papiers en place avec un soin méticuleux. Peut-être, inspecteur, ou peut-être autrefois, à l'époque d'Henri Lefebvre. Mais madame, elle a maintenu le café pendant 2 ans après sa mort, sans laisser de traces de trafic illicite.
Pourquoi alors dissimuler à nouveau ces archives? Pourquoi faire disparaître le café tout entier? Comme en guise de réponse, une ombre obscurcit la porte. Roux, le libraire, se tenait là, chapeau à la main, le visage pâle. « Messieurs, balbutia-t-il, il faut que je parle. J'ai vu une charrette hier soir. Pas à minuit, comme l'a dit la femme au chien, mais plus tard, à 3 heures. Une lourde charrette, tirée par 2 chevaux. Elle quittait la rue pour s'engager dans la ruelle derrière le café. Je n'y ai guère prêté attention, jusqu'à ce matin. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt, monsieur ?» Roux rougit. « Parce que je craignais les soupçons. Ils diraient que j'en étais responsable, mais je jure que je n'ai fait qu'observer depuis ma fenêtre. » Fournier lui saisit le bras. « Vous ferez une déclaration complète immédiatement. » Mais Poirot leva la main. « Patience, inspecteur. Notre ami Roux dit la vérité maintenant, car il a peur. Pourtant la peur fait un piètre menteur et un meilleur témoin. Il faut se demander, qui conduisait la charrette ? Qui avait la force et les moyens de transporter un café entier dans la nuit? Comme prévu, un agent de police entra avec une nouvelle. Un charretier de Montmartre avait annoncé avoir été engagé pour transporter de lourdes caisses de la rue Blanche vers un entrepôt près de la Seine. Le loueur, un homme de grande taille coiffé d'un chapeau de feutre souple. Fournier serre le poing. « Nous allons retrouver cet homme. » Poirot, cependant, resta calme. Il caressa sa moustache, contemplant pensivement l'oiseau de porcelaine qu'il tenait à la main. « Oui, nous le retrouverons. Mais rappelez-vous, mes amis, le grand homme n'est que l'ombre visible. La véritable main est ailleurs. Demandez toujours, à qui profite-t-il ? » Il referma l'oiseau et le remit dans la boîte. Son regard, vif et brillant, croisa le mien. « Hastings, le café n'est pas parti en fumée. Il a été transporté comme un décor de théâtre. Et le théâtre, mon ami, c'est toujours pour un public. Il faut découvrir qui est assis au premier rang. » Chapitre 7. Les mensonges dans les cendres. L'entrepôt, au bord de la rivière, était un bâtiment bas et massif en briques, dont les fenêtres étaient tachées de crasse et la cour jonchée de caisses cassées. Fournier avait retrouvé le rapport du charretier ici, et, mandat en main, nous sommes arrivés juste après midi. L'intérieur était caverneux, empreint d'une odeur de bois humide, de cordes et d'un léger sel de Seine. Entre les tonneaux empilés et les planches abandonnées, nous les avons découverts, les chaises et les tables à plateaux de marbre, le comptoir en zinc, le rideau bordeaux, tout cela abandonné à la hâte, comme s'il avait été abandonné par des voleurs surpris en plein vol. Mais de Madame Lefebvre, aucune trace. Poirot se déplaçait parmi les reliques avec la délicatesse d'un prêtre dans une chapelle en ruine. Il touchait chaque objet comme s'il écoutait sa confession. « Regarde, Hastings, » dit-il en désignant le comptoir. « Le rectangle pâle où se tenait autrefois l'oiseau absent. Le revoilà. La même marque, la même disposition. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Demandai-je. Ce qui a été volé sur ce comptoir n'était pas une bagatelle, mais la clé. Et il manque toujours. » Fournier fit fouiller l'entrepôt à fond, mais ses efforts ne donnèrent rien d'autre qu'un éparpillement de papiers, des reçus de livraison, tous non signés, et les traces de lourdes caisses traînant sur le sol. « Madame Lefebvre était là, » murmura Poirot en se baissant pour arracher un lambeau de tissu noir d'un clou. Sa robe, déchirée à la hâte. Mais a-t-elle lutté ou a-t-elle simplement trébuché ? Alors que nous émergions dans la lumière grise du jour, une voix appela « Monsieur Poirot !» C'était Sabine Aubry, qui se précipitait vers nous, son châle rejeté en arrière, les yeux brûlants d'inquiétude. « Vous devez m'aider !» cria-t-elle. « C'est Colette, elle a disparu depuis ce matin. » Ces mots firent l'effet d'un coup de massue. Le visage de Fournier se durcit. 2 femmes disparues. La situation s'aggrave. Poirot, cependant, se contenta d'incliner la tête. « Venez, mademoiselle, dites-nous tout. » Chez les Aubry, la vérité éclata par bribes. Colette était partie tôt, emportant sa boîte à couture. Elle n'avait rien dit, se contentant de dire qu'elle devait arranger les choses.
Sabine, fouillant sa chambre, constata que la boîte à couture avait disparu, ainsi que les lettres. Les yeux de Poirot brillèrent. Alors, elle a pris les lettres d'Henri Lefebvre. Et maintenant, elle aussi a disparu. Sabine se tordit les mains. Elle est innocente, monsieur. Elle est trop douce pour intriguer. Quelqu'un l'a attirée. Ou bien, murmura Poirot, elle s'est empêtrée. L'innocence, mademoiselle, est souvent un masque derrière lequel se joue la folie. Tandis que nous parlions, Étienne Morand apparut à la porte, essoufflé, son crayon vert coincé derrière l'oreille comme toujours. « C'est vrai », s'exclama-t-il. « Je l'ai vu, Colette, monter dans une voiture près du théâtre des Variétés. Un homme en chapeau de feutre l'accompagnait. »« Encore le chapeau de feutre, » grommela Fournier. « Ce fantôme s'enhardit. » Poirot observa Morand d'un air scrutateur et impassible. « Vous voyez beaucoup, monsieur. » Toujours au bon moment. Morand rougit. « Je suis écrivain. J'observe. Est-ce un crime ?» Poirot s'inclina légèrement. « Pas encore. » Ce soir-là, alors que la ville bourdonnait de rumeurs, Poirot et moi retournâmes une fois de plus dans la coquille vide du café. La foule s'était éclaircie. Seule la femme au terrier s'attardait à son coin. À l'intérieur, les murs plâtrés brillaient faiblement sous la lumière des lampes. Poirot alluma une allumette dans l'une des boîtes d'allumettes rouges du théâtre. Il en avait déjà pris une plus tôt, avec une délicatesse exquise. Appuyant la flamme contre le mur, il examina les légères rayures sous le plâtre. « Hastings, » dit-il doucement, « observe. Des lettres gravées ici, des initiales peut-être, avant la pose du plâtre, H.L. Henri Lefebvre. Et en dessous un autre, Californie. Colette Aubry, ai-je haleté, ou quelqu'un veut nous le faire croire. Il éteignit l'allumette. Chaque mur, chaque mensonge est à double face. La question n'est pas de savoir si Colette est coupable, mais si on la force à le croire. Alors que nous nous préparions à partir, Poirot s'arrêta devant l'horloge. Ses doigts effleurèrent ses aiguilles gelées. Toujours 4h15. La tarte qui n'est pas venue. L'heure de l'effacement. Note-la bien, Hastings, car c'est sur ce gond que toute la porte s'ouvre. Sa voix baissa. Et avant d'arriver au bout, cette charnière pourrait craquer sous un poids plus lourd qu'on ne l'imagine. Chapitre 8. Le point de rupture. L'atmosphère de la rue Blanche devenait chaque jour plus tendue. Les voisins chuchotaient derrière les volets, les commerçants se regardaient avec suspicion, et le pavé, autrefois discret, devenait le théâtre de rumeurs. Le café disparu n'était plus seulement une absence, c'était une blessure. Poirot, cependant, conservait son calme habituel. Il déjeunait à 8h précises, ajustait sa moustache à la demi, et seulement à ce moment-là s'autorisait à parler du sujet. « Hastings, » dit-il en sirotant du chocolat comme si rien n'était plus pressant au monde. « Aujourd'hui, il faut appliquer un peu de chaleur. C'est par la pression, voyez-vous, que la vérité s'échappe de sa prison. » Cet après-midi-là, il réunit une fois de plus le cercle des suspects dans la coquille vide de Le Café des Trois Oiseaux. Les murs nus résonnaient de leurs voix inquiètes. Sabine Aubry, les lèvres pincées, Roux le libraire, toujours sur la défensive. Gilles, pâle et les yeux creux. Étienne Morand, agité, serrant son crayon vert. Et même la grosse femme au terrier, qui avait insisté pour venir, déclarant qu'elle connaissait la rue aussi bien que quiconque. L'inspecteur Fournier se tenait près de la porte, les bras croisés, observant avec la légère grimace d'un homme résigné aux méthodes de Poirot. Poirot s'assit au centre, l'horloge figée se dressant derrière lui. Il joignit les doigts et observa l'assemblée. « Mesdames, messieurs, » commença-t-il, « un café ne disparaît pas sans main pour le porter, et ces mains appartiennent à quelqu'un parmi vous, ou à quelqu'un que vous protégez. Nous connaissons déjà des dettes, des querelles, des secrets. Pourtant, un secret pèse plus lourd que tous, les lettres d'Henri Lefebvre. » À ces mots, Sabine se raidit, mais le regard de Poirot était fixé sur Morand. « Monsieur,
Vous nous avez dit avoir vu Colette emmenée en voiture avec un homme coiffé d'un chapeau de feutre. Pourtant, vous avez eu une chance étrange dans vos observations, arrivant toujours pile au moment où un événement important se produit. Trop de chance, peut-être. Le rouge monta à Morand. « Vous m'accusez ? Je suis écrivain. J'observe car c'est mon métier. » La voix de Poirot resta douce. « De l'art, oui. Mais hier, j'ai visité le théâtre des variétés. J'ai parlé aux machinistes. Ils ne se souviennent d'aucune voiture en attente, ni d'aucune jeune femme en détresse. Dites-moi, monsieur, avez-vous vraiment vu Colette, ou avez-vous inventé une scène pour votre pièce ?» Les lèvres de Morand tremblaient. Ses doigts agrippaient le crayon vert comme si lui seul pouvait le fixer. Je... Il s'effondra. Ses épaules s'affaissèrent, et les mots se déversèrent comme un torrent. Oui, j'ai menti. Je ne l'ai jamais vue au théâtre. Mais il fallait que je dise quelque chose, sinon il me soupçonnerait. J'étais avec elle ce matin-là. Elle est venue me voir. Nous sommes amis, rien de plus. Elle m'a demandé de lire les lettres, de lui dire ce qu'elles signifiaient. Elle avait peur. Je lui ai dit de les cacher, puis elle est partie. Je jure que je ne sais pas où elle est allée après. La salle s'agita sous le choc. Le visage de Sabine blêmit. Gilles murmura une prière. « Pourquoi cacher cela ?» demanda Fournier d'un ton dur. Morand écarta les mains, le regard hagard. « Parce que je craignais que vous ne m'accusiez. Déjà la police recherche les pauvres, les désespérés. Oui, j'ai menti. Mais je ne lui ai pas fait de mal. » Poirot leva une main apaisante. « Assez, monsieur. Vous vous êtes déchargé. La vérité même partielle est un progrès. Vous confirmez que Colette possédait les lettres et qu'elle a consulté. C'est précieux. » Sabine se leva, la voix tremblante. « Colette te faisait confiance ? Elle ne me l'a jamais dit. Elle m'a toujours caché des choses. Et maintenant elle est partie, peut-être morte. » Son sang-froid se brisa. Des larmes lui montèrent aux yeux. Si jamais il lui arrivait malheur. Le ton de Poirot s'adoucit. « Courage, mademoiselle. Votre sœur est peut-être encore en sécurité. Mais rappelez-vous, se cacher engendre le danger. Se protéger par le silence, c'est risquer la destruction. » Il y eut alors un silence pesant et oppressant, rompu seulement par le faible tic-tac de la montre de poche de Poirot, le seul son du temps dans cette pièce dépouillée où la grande horloge s'était figée. Enfin, Poirot se leva. « Mes amis, nous avons atteint le tournant. Un mensonge a été brisé, et avec lui, la première chaîne. Bientôt, le schéma se révélera entier. Mais attention, la vérité, quand elle surgira, frappera comme un miroir qui tombe. Elle blessera ceux qui la contempleront. » Il s'inclina gravement, signalant que le rassemblement était terminé. En sortant rue Blanche, je lui ai murmuré « Tu l'as pressé délibérément. Tu savais qu'il allait craquer. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Mais bien sûr, Hastings. » L'esprit sous pression trahit ses failles. Monsieur Morand nous a montré où chercher. Les lettres, toujours les lettres. Elles sont la carte, et la disparition du café n'est que la boussole qui nous indique le chemin. L'air était frais, les ombres s'allongeaient. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'avoir l'impression que quelqu'un nous observait depuis une porte, grand, silencieux et coiffé d'un doux chapeau de feutre. Chapitre 9. Poirot tend le piège. Le lendemain matin, Poirot était d'une humeur sereine et satisfaite. Ses moustaches brillaient d'un éclat particulier, et il insista pour que notre table soit parfaitement symétrique avant de parler de l'affaire. « Hastings, » dit-il en beurrant son petit pain avec une délicate précision, « le moment est venu de jouer notre propre petit théâtre. Le café a disparu comme un décor. Très bien, nous allons fournir la scène sur laquelle les coupables se produiront. »« Poirot, » m'exclamai-je, « tu ne peux pas vouloir dire. »« Mais je le fais, » interrompit-il fermement. « Nous les inviterons tous, Sabine Aubry, Gilles, Roux, Monsieur Morand, et même la bonne madame avec son chien. Et bien sûr, nous aurons besoin de la coopération de l'inspecteur Fournier. » À l'arrivée de Fournier plus tard dans la journée, Poirot exposa son plan avec une assurance tranquille. L'inspecteur fronça les sourcils, mais acquiesça. « Si cela révèle la vérité, monsieur,
Je me plierai à votre petit drame. » Le soir, le café dévêtu était de nouveau éclairé. Des bougies vacillaient sur des tables empruntées. Les chaises étaient disposées en cercle sous le regard de l'horloge figée. C'était étrange, comme un fantôme du café revenant pour un dernier service. Les suspects entrèrent un à un, l'air méfiant. Sabine, le regard perçant et tendu. Gilles, les joues creuses et tremblant comme si le vent nocturne s'était infiltré dans ses os. Roux, le regard renfrogné, serrant son registre comme une armure. Morand, agité, serrant son crayon vert. Et Madame Vautrin, la grosse femme au terrier, qui insistait pour ne pas rester dehors pendant que l'histoire s'écrivait. Poirot, debout au centre, leva la main. « Mes amis, ce soir nous cherchons la clarté. Le café n'a pas disparu, il a été volé. Mais pourquoi ? Telle est la question. Était-ce pour le profit ? Pour se venger ? Ou pour dissimuler une vérité plus sombre ? Chacun de vous détient une part de la réponse. Chacun de vous a menti, caché ou trompé. » Ils s'agitèrent avec inquiétude, échangeant des regards. La voix de Poirot s'aiguisa. « Pensez à la charrette, aperçue à minuit. Pensez aux lettres d'Henri Lefebvre. Pensez à l'horloge, arrêtée à 4h15. Chacun est un fil. Ensemble, ils tissent la tapisserie de la culpabilité. » Il se tourna soudain vers Roux. « Monsieur, vous vous êtes disputé avec madame à propos d'argent. N'avez-vous pas aussi emprunté son livre de compte pour dissimuler vos propres dettes ?» Roux fulmina. « Une bagatelle, rien de plus. J'ai payé ce que je devais, presque. »« Presque, » répéta doucement Poirot, et presque est le terreau fertile du mensonge. Puis son regard se posa sur Gilles. « Vous, monsieur, vous parlez de pauvreté, de faim. Pourtant, hier, j'ai trouvé dans votre poche une pochette d'allumettes du Théâtre des Variétés. Les mêmes pochettes arrivées le matin même de la disparition du café. Comment l'avez-vous trouvée ?» Gilles balbutia. « Je l'ai ramassée par terre. » « Ou bien, » dit gravement Poirot, « on vous l'a donnée, comme un signe, comme un gage. Un signe pour garder le silence. » Le pianiste enfouit son visage dans ses mains. Poirot se tourna vers Sabine. « Et vous, mademoiselle, vous avez réprimandé votre sœur pour avoir lu les lettres. Pourquoi ? Parce que vous craignez qu'elle ne découvre votre propre rôle dans les affaires d'Henri Lefebvre. Vous avez non seulement cousu des manches, mais aussi des secrets. » Sabine bondit sur ses pieds, furieuse. « Mensonge ! Je cherchais seulement à la protéger. Du danger, du déshonneur. » Sa passion emplissait la pièce, mais le calme de Poirot demeurait intact. Il laissa le silence s'installer avant de reprendre la parole. « Et puis, nous avons Monsieur Morand. » L'écrivain se figea, ses doigts se crispant sur le crayon vert. « Vous prétendez avoir vu ce que vous n'avez pas vu. Vous prétendez être ami là où il y a peut-être plus. Pourquoi inventer la voiture du théâtre, monsieur ? Pour détourner les soupçons, ou pour cacher que vous étiez vous-même la voiture, le compagnon, le conducteur de la disparition de Colette ? » Le visage de Morand se vida de ses couleurs. « Je vous l'ai dit, j'ai menti par peur. »« Mais oui, » dit Poirot, « mais la peur est en soi un aveu. Vous en savez plus que vous ne l'admettez. Beaucoup plus. » Le cercle des suspects se déplaçait sans cesse. La tension crépitait comme de l'électricité statique. Même le terrier gémissait, perturbé. Poirot écarta les mains. « Mes amis, je n'accuse pas, pas encore. Mais sachez ceci, la vérité est toute proche. J'ai tendu mon petit piège. L'un de vous y tombera, car la culpabilité ne résiste pas à l'appât de l'instinct de survie. Vous vous trahirez par vos paroles, vos gestes, votre silence. Et quand vous le ferez, » il se tapota la tempe, « vos petites cellules grises seront prêtes. » Il s'inclina légèrement, signalant la fin de la réunion, mais tandis que nous nous éloignions dans la nuit froide, je remarquai que le regard de Poirot s'attardait surtout sur Sabine, qui se tenait raide comme une statue, le visage sculpté dans la pierre. « Poirot, » murmurai-je en rentrant à l'hôtel, « tu les as tous semés comme des frelons. Mais quel piège as-tu tendu ?
Poirot sourit faiblement. Le plus simple des pièges, Hastings. La vérité elle-même. On ne peut pas y échapper éternellement. Demain, nous resserrerons le filet. Et même si je ne voyais pas encore le motif, je sentais déjà le filet se refermer, invisible mais inexorable, autour de quelqu'un dans ce cercle d'ombre. Chapitre 10. Le filet se resserre. L'aube, après le théâtre de Poirot, était lourde de brume. La rue Blanche était voilée, ses devantures floues comme des rêves à moitié oubliés. Le café disparu était désormais gardé par 2 gendarmes, et pourtant des curieux venaient encore observer, chuchoter et spéculer. Poirot, cependant, ne les rejoignit pas immédiatement. Il s'assit à la table à écrire de notre hôtel, rangeant des papiers en carrés bien nets, tout en marmonnant doucement en français. Finalement, il tapota la table avec satisfaction. « Hastings, mon ami, aujourd'hui nous révélons, mais pas tout. Nous en révélerons suffisamment pour ébranler le cœur coupable, pour le forcer à battre de façon irrégulière. » Nous sommes retournés au commissariat, où Fournier nous attendait avec une impatience lasse. « Vous m'aviez promis des résultats, monsieur Poirot. » Mes supérieurs s'impatientent. « Patience, inspecteur. On attrape le poisson non pas en agitant l'eau, mais en lançant le bon appât. » Dans l'après-midi, Poirot avait de nouveau convoqué les suspects, cette fois non pas au café, mais au commissariat lui-même, où l'autorité de Fournier donnait du poids à chaque mot. Le groupe se rassembla à contre-cœur. Sabine, rigide et sévère. Roux sur la défensive comme toujours. Gilles, tremblant de fatigue. Morand, pâle, son crayon vert tapotant sans cesse. Et Madame Vautrin avec son terrier, affirmant être la voix de la rue. Poirot se tenait devant eux, une petite silhouette mais imposante, ses moustaches tremblant comme des bannières. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, dissipons les ombres. Le café n'a pas disparu. Il a été démonté, transporté, caché. Mais pourquoi? Pas par profit. Les tables et les chaises valent peu. Pas par caprice. Un tel travail est trop lourd. Non, c'était pour effacer quelque chose. Effacer les traces du passé d'Henri Lefebvre. Il sortit l'oiseau en porcelaine que nous avions trouvé caché dans le plâtre, et le silence retomba dans la pièce. Regardez. À l'intérieur des documents de contrebande, des dettes, des faux envois, il y en avait d'autres, dissimulés, je crois, dans les oiseaux restants. L'un d'eux a été volé. Sabine haleta. Gilles se signa. Roux murmura un juron. Ainsi, poursuivit Poirot, nous comprenons le but. Le café n'a pas été volé, il a été nettoyé, vidé comme on efface un tableau noir, et ceux qui cherchaient à effacer craignaient d'être découverts, par la police, par leurs rivaux, par leurs héritiers. Fournier intervint. Alors Madame Lefebvre a découvert les crimes de son mari, et quelqu'un l'a réduite au silence pour garder le secret. Peut-être, dit gravement Poirot, mais n'oublions pas qu'elle aussi a peut-être joué un rôle. Elle a congédié son personnel plus tôt que prévu, elle a accueilli un visiteur, et après cela elle est partie. Sabine se leva, la voix sèche. Vous osez insinuer que madame était complice? Elle était fière, sévère, certes, mais jamais criminelle. Les yeux de Poirot brillèrent. Mademoiselle, votre loyauté est éloquente, mais rappelez-vous, elle changeait les lys chaque jour, même inutilement. Elle s'occupait de l'horloge, toujours en avance d'1 minute. Ce sont des habitudes de précision. Pourtant, le dernier soir, elle a permis le désordre. Pas de tarte, pas d'ordre, pas d'adieu. Cela ne vous paraît-il pas étrange? Le silence était pesant. Même le terrier laissa échapper un léger gémissement. Poirot se tourna soudain vers Morand. « Et vous, monsieur, vos mensonges aux variétés, votre dissimulation de votre rencontre avec Colette. Vous saviez que les lettres parlaient de contrebande. Vous les avez lues, n'est-ce pas? Que révélaient-elles d'autre? » Morand hésita. Son crayon retomba. Il parlait de noms, de partenaires, d'initiales. Je n'ai pas pu tous les déchiffrer, mais un seul était clair. R. R pour Roux, dit doucement Poirot. Le libraire se leva d'un bond.
rouge de fureur. « Mensonge! Je n'ai rien à voir avec les manigances d'Henri Lefebvre. » Poirot leva la main. « Calmez-vous, monsieur. Je ne dis que ce que les lettres suggèrent. Pourtant, que leur était-ce vous, ou un autre nous le découvrirons. Nous savons déjà que le café a été vidé par une charrette, et nous savons déjà que l'un d'entre vous a arrangé cette charrette. » La voix de Fournier retentit. « Qui était-ce, Poirot? Vous accusez ?» Poirot écarta les mains. « Pas encore, inspecteur. Pas encore. La vérité est proche, mais incomplète. Il manque une pièce, celle que porte Colette. Tant qu'elle ne sera pas retrouvée, nous ne pourrons pas boucler la boucle. » L'assemblée se dispersa dans des murmures, chaque suspect se toisant avec suspicion et peur. Poirot resta calme, lissant ses gants, le regard pensif. En quittant le commissariat, je lui ai demandé « Poirot, tu les as tous pointés du doigt, tu les as déstabilisés. Mais le sais-tu vraiment ?» Il sourit faiblement. « J'en sais assez pour en discerner les contours. Mais le portrait n'est pas terminé. Ce soir, à Hastings, nous observons. Les coupables n'ont pas de répit quand le filet se resserre. Ils agiront, et lorsqu'ils agiront, voilà. Ils se révèlent. » Cette nuit-là, sous l'auvent bleu fumé qui n'abritait plus aucune porte, nous nous attardâmes dans l'ombre de la rue Blanche. Et en effet, juste avant minuit, une silhouette coiffée d'un chapeau de feutre souple apparut, s'arrêtant devant le mur vide du café, jetant des coups d'œil à droite et à gauche. Il leva la main comme pour frapper à une porte qui n'existait plus. La main de Poirot se referma sur mon bras. « Écoute, Hastings. » La pièce entre dans son dernier acte. Chapitre 11. Une lueur dans le miroir. La silhouette au chapeau de feutre se tenait immobile devant le mur blanc où se trouvait autrefois la porte du café. Pendant un long moment, il parut absurde, une ombre cherchant à pénétrer un fantôme. Puis, avec un juron bas, il se retourna et s'avança d'un pas rapide vers la ruelle. Les agents de Fournier, cachés sur ordre de Poirot, se précipitèrent pour l'intercepter. Il y eut une bagarre, des cris, et l'homme fut traîné sous la lumière des réverbères. Ce n'était pas un inconnu, le sergent Moreau, le policier dont Gilles avait parlé. Le visage de Fournier devint blême. Mon Dieu, mon propre sergent. Moreau nous fusilla du regard, la moustache hérissée, le regard plein de défi. Imbécile. Vous vous mêlez de choses qui vous dépassent. Poirot le regarda calmement. Au contraire, monsieur. Nous nous mêlons précisément de vos affaires. Dites-moi, pourquoi revenez-vous frapper à une porte disparue? Moreau cracha par terre. Je ne te dois aucune réponse. Mais la voix de Poirot était douce, presque compatissante. Pas de réponse, peut-être. Pourtant, votre silence est en soi une réponse. Vous étiez le visiteur hier soir, n'est-ce pas? Vous avez rencontré Madame Lefebvre dans son bureau. Vous avez parlé à voix basse. Elle vous faisait confiance, comme on fait confiance à l'autorité. Et ensuite, quoi? Avez-vous menacé? Avez-vous promis protection en échange de votre silence? Le sergent serra les mâchoires, mais il ne répondit pas. Fournier le congédia d'un geste. Les gendarmes l'emmenèrent. Poirot observait pensivement. Alors, un masque de plus tombe, mais pas le dernier. Le lendemain, Paris était en effervescence suite au scandale de la corruption d'un policier. Pourtant, Poirot n'était pas triomphant. Il arpentait notre chambre d'hôtel, fronçant les sourcils devant ses bottes immaculées. « Hastings, dit-il, c'est trop simple. Moreau est peut-être corrompu, oui. Il a peut-être profité de la contrebande de Lefebvre. Mais démanteler un café entier? Non. Cela ne demande pas un uniforme, mais un esprit qui dissimule avec élégance. » Il s'arrêta brusquement, fixant le petit miroir au-dessus de la cheminée. Le miroir, Hastings. Toujours le miroir. Les murs du café en étaient tapissés. Et les miroirs, à quoi servent-ils? Mais réfléchis, dis-je. Exactement. Ils reflètent et ils cachent. Ce que l'on voit peut ne pas être ce qui est. Souvenez-vous, les murs ont été dépouillés, les miroirs ont disparu. Pourquoi?
parce que derrière ces miroirs, derrière leurs verres argentés, se cachaient bien plus que des reflets. C'étaient les véritables cachettes des secrets de Lefebvre. J'ai haleté. Alors celui qui les a pris est le véritable architecte, conclut Poirot. À ce moment-là, on frappa. Sabine Aubry entra, pâle, les yeux cernés. Elle tendit un papier plié. Ceci a été glissé sous notre porte. Ce matin. C'est l'écriture de Colette. Poirot le déplia soigneusement. Les mots étaient rapides, flous. Ne me cherchez pas. Je suis en sécurité. Ces lettres sont dangereuses. Brûlez-les. Ne faites confiance à personne. La voix de Sabine se brisa. Elle est vivante, monsieur Poirot. Mais qui la détient? Pourquoi ne revient-elle pas? Poirot relut la note, les yeux plissés. Elle écrit brûle-les. Pourtant, Colette est douce, curieuse. Elle voudrait préserver, comprendre. Non, c'est une volonté, pas un choix. Quelqu'un lui impose sa main. Fournier, immédiatement convoqué, insista sur le fait que le mot prouvait que Colette était toujours en vie, peut-être volontairement cachée. Mais Poirot secoua la tête. Non, inspecteur. C'est un appel déguisé en complaisance. Elle nous met en garde. Ces lettres sont effectivement dangereuses, mais pas comme elle l'écrit. Elle cite des noms, révèle des alliances. Les brûlés ne serviraient que les coupables. Il se tourna vers Sabine. « Mademoiselle, où avez-vous trouvé ce mot exactement ?»« À notre porte, monsieur. À l'aube. » Poirot réfléchit. « Placé par quelqu'un qui savait que tu te lèverais tôt. Pas par Colette elle-même, elle est surveillée. Non, par quelqu'un d'autre. Et qui parmi nous est toujours éveillé à l'aube ? Réfléchis, Hastings. J'ai hésité. Le libraire ? Roux ? Il se lève tôt pour ouvrir sa boutique. Exactement, murmura Poirot. Roux, qui craint les dettes, qui méprise les livres de comptes. Roux, dont l'initiale apparaît dans les lettres. Sabine haleta. Tu crois qu'il tient ma sœur dans ses bras ? Poirot secoua doucement la tête. Je pense, mademoiselle, que Roux n'est qu'une pièce de plus sur l'échiquier. Mais le vrai joueur, il organise ses coups avec ruse. Il jeta un nouveau coup d'œil au miroir. Nous sommes proches,